Hey, c'est le fils de Bulle. Aujourd'hui, avec l'aide de Romain, un autre stripologue amateur, on a décidé de vous parler d'une BD qu'on aime beaucoup, Le Grand Vide de Léa Muriawek, en espérant que je le prononce bien. Moi, c'est Léa Muravieg. Léa Muriawek. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouf, plouf, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Étant donné que cette BD a reçu le prix Fauve du public du Festival d'Angoulême, c'est une BD qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais nous, on va essayer dans cette vidéo d'apporter notre petite pierre à l'édifice, notamment en ce qui concerne l'analyse de planches. Évidemment, on va pas parler de tout. Cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive. On va se concentrer sur les éléments qui nous ont le plus marqué. Aussi, nous n'allons divulgacher aucun élément important de l'intrigue. Par contre, on va vous divulgacher les meilleures planches de l'album. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous donnera envie de lire l'œuvre si jamais vous avez jamais eu l'occasion de vous pencher dessus. Il y aura un lien d'affiliation en description si vous voulez vous procurer l'œuvre tout en soutenant la chaîne. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, pour nous dire là où vous êtes d'accord avec nous et là où vous avez vu les choses sous un autre angle. Ceci étant posé, c'est parti pour l'analyse du Grand Vide. Dans notre monde, nous avons fini par nous habituer tant bien que mal à l'omniprésence de la publicité. Dans les grandes villes, quel que soit l'endroit où vous portez votre regard, votre champ visuel est occupé par des réclames de toutes sortes. La publicité est une pollution visuelle, un amas d'informations non sollicitées qui ne vous est d'aucune utilité. Achète ma merde. Achète ma merde. Ma merde. Ça, c'est de la bonne grosse merde. Il n'y a plus que sur cette chaîne YouTube que vous n'êtes pas envahi par des réclames toutes les 2 minutes. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été, et jamais je le serai pas. Dans le grand vide, il n'y a pas de publicité. Mais à la place, il y a des noms. Dans cet univers, si personne ne pense à toi, tu meurs d'une crise cardiaque. Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Chaque habitant essaye donc d'obtenir un peu d'attention dans le but de survivre. Ils appellent ça la présence. C'est pour cela qu'il y a tant de noms affichés dans les rues. Tant que votre nom existe, tant qu'on pense à vous, vous continuez de vivre. Le problème, qui est très bien montré par l'image, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ni dans l'esprit des gens, ni dans l'espace public. Plus il y a de noms mis en avant, moins on y fait attention. C'est aussi ce qu'on ressent en tant que lecteur. Grâce au jeu de couleurs et à la disposition des panneaux, quand on lit la BD et qu'on balaye la planche, on voit tous ces noms, mais sans jamais les lire individuellement. C'est juste des groupes de mots. En plus, puisque ce sont des noms propres, ils ne font pas partie des mots qu'on a l'habitude de lire. Le cerveau ne reconnaît donc pas ces mots de façon automatique. Il faut pour la plupart les déchiffrer. C'est sans doute aussi l'effet que ça fait aux habitants de ce monde. Sollicités en permanence par cette pollution visuelle, ils finissent par ne même plus y faire attention. Outre ces réclames nominales, on peut voir ça et là des SDF qui, au lieu de réclamer quelques pièces, mendient un peu de présence pour ne pas disparaître. Bref, chacun se débrouille comme il le peut, selon ses moyens, pour essayer de faire perdurer son identité. Certains qui se sont fortement imposés dans l'esprit des gens deviennent immortels, comme ce bébé qui a tourné dans des pubs pour des couches et qui est devenu immortel tellement tôt qu'il ne peut plus grandir. D'autres ont eu moins de chance, et sont en quelque sorte des prolétaires tant ils manquent de présence. Ils sont dans des situations précaires entre la vie et la mort. C'est le cas du personnage principal, Manel Maher. Si je parle de prolétariat et de précarité, c'est pas anodin. Attention, ce que je vais dire est mon interprétation personnelle, je sais pas si c'est un sens voulu par l'auteur. Mais je vous en parle parce que je trouve que c'est un axe d'analyse intéressant qu'il soit conscient ou pas. Le travail du personnage principal, Manel Maher, consiste à donner de la présence aux clients. Manel passe plusieurs heures par jour assise à une table à lire des noms à la chaîne. Elle est payée pour penser aux autres, à les faire exister. Et en échange de travail, on pense un peu à elle, on lui donne un peu de présence. Elle travaille pour survivre. On lui donne le minimum vital de présence nécessaire pour qu'elle puisse continuer à travailler pour donner de la présence aux autres. Autrement dit, si elle démissionne, elle signe son arrêt de mort. Sa présence tient à son travail, elle n'existe qu'à travers lui. En Italie, ils ont dit que j'étais le pape de la gauche radicale. Le moyen le plus sûr pour avoir un maximum de présence, c'est évidemment de devenir célèbre, d'être une star, d'être sans cesse présent dans l'espace médiatique, comme le fils de Bulle. Ou pas du tout. D'avoir son nom dans les journaux, à la télé, à la radio, d'être sans cesse rappelé à l'esprit des gens. Mais même les étoiles finissent par s'éteindre. Le souci de Manel, qui va lancer l'intrigue, c'est qu'une de ses homonymes, une autre Manel Maher, une chanteuse, va progressivement devenir célèbre, effaçant d'autant plus la présence de Manel. Maintenant, quand on pense à Manel Maher, on pense à la chanteuse et pas à l'employé non qualifié à laquelle personne ne fait attention. Pape de la gauche radicale. La présence est donc un concept qui en contient plusieurs. C'est tout à la fois la vie elle-même, la force de travail que l'on peut offrir à un employeur en échange d'un salaire, que le salaire lui-même, qui nous permet de vivre encore un peu plus tant qu'on continue à se vendre. On sacrifie un peu de notre présence effective pour en obtenir, dans une sorte de statu quo. Gauche radicale. Mais la présence, c'est aussi notre lien avec les autres. Ceux qui sont présents dans l'esprit de leur famille ou de leurs amis vont continuer à vivre.
Et ceux qui n'ont plus rien, ceux qui n'ont que leur travail, tombent alors dans une situation de sociabilité précaire. Précarité qui est renforcée par le fait que si vous avez que votre travail, vous n'avez plus le temps pour sortir sociabiliser avec les autres, puisque vous devez travailler pour avoir la présence nécessaire à votre survie. Enfin, la présence est aussi l'envie d'exister dans l'esprit des autres, la célébrité, le fait de vouloir toujours être devant les autres. Pour survivre, il n'y a pas de meilleure solution que d'écraser les autres, en prenant un maximum de place dans le temps de cerveau humain disponible. Ce qui a été le plus mis en avant dans les différents articles que nous avons pu lire au sujet de cette BD, c'est son inspiration manga. Les articles citent notamment l'utilisation de codes typiquement japonais comme l'utilisation des onomatopées, de signes comme les gouttes de sueur ou encore le dynamisme de la mise en scène. Nous, avec Romain, on a l'impression que la mise en avant de cette inspiration est un tantinet abusive. Évidemment, il y a clairement une influence manga dans le style de Léa Muriawek, qui en lit d'ailleurs beaucoup. Mais à force de brandir cette influence particulière, on en oublie toutes les autres. Ce qui crée le style de Muriawek, c'est pas uniquement le manga, c'est un mélange de bien plus d'éléments, parmi lesquels l'Ubapo, dont on avait parlé dans une ancienne vidéo, qui est le fait en BD de travailler sous des contraintes formelles, mais aussi la BD d'humour, la scène indépendante. Dans une interview à Comic Strip, Léa cite par exemple Jérôme Dubois, Michael Desforges et Juliette Mancini, et au vu de ce qu'ils proposent, on comprend bien que le style de Léa n'est pas uniquement d'inspiration japonaise. Ce qui fait la force du Grand Vide, c'est surtout qu'il est l'héritier d'une scène indépendante européenne qui s'amuse déjà des codes de la BD dans tout ce qu'elle peut proposer, et non simplement de la BD japonaise. Cela étant dit, regardons de plus près ce que nous propose Léa. Ce qui frappe évidemment d'emblée, c'est le dynamisme global, ce côté cartoon presque exubérant. Les personnages sont tout en rondeur, quasiment grotesques, avec des morphologies élastiques. Ici, quand Manel a fini de grimper les 94 étages qui l'amènent à son appartement, son attitude est exagérée. Elle a les traits tirés, sa langue s'allonge pour bien montrer qu'elle sort de sa bouche, elle se traîne sur le palier, presque cassé en deux, et ses gouttes de sueur sont énormes. Et quand elle rentre chez elle, elle récupère toute son énergie pour donner un gros coup de pied improbable dans la porte. Son pied fait 2 fois la taille de sa tête, et apparemment elle fait de la GRS parce qu'une souplesse pareille, ça relève du miracle. Durant le récit, au gré des situations, les corps vont régulièrement se tordre, s'allonger, se déformer, couler, partir dans des poses et des mouvements improbables. C'est d'ailleurs aussi le cas des visages. Parfois, ils prennent l'allure de simples pictogrammes, une tête ronde, 2 points, une bouche et hop, ça fait un visage. Et parfois, quand la situation l'exige, le visage va prendre plus de volume, devenir plus détaillé, sans pour autant passer dans le domaine réaliste. Les proportions reviennent à la normale et le visage se pâme d'éléments supplémentaires comme des cils et des sourcils. Les moments où le style de dessin devient plus réaliste, qui pour le coup rappelle un peu les morphologies de personnages en manga, sont finalement assez rares. Ils n'apparaissent qu'à quelques moments du récit, comme quand Manel est dans une situation vitale critique ou émotionnellement forte. Par exemple ici, quand Manel fait sa première crise cardiaque. Bref, la BD est un immense terrain de jeu. Et ce côté cartoonesque des personnages est d'autant plus marquant que les décors sont au contraire plus euclidiens, plus géométriques avec une emphase sur les perspectives très marquées. Là où les personnages s'arrondissent et se déforment, le décor est composé de lignes droites, ou presque puisqu'elles sont tracées à la main. La scène qui montre le mieux cette dichotomie, c'est sans doute la scène où Manel se retrouve au bord d'une fenêtre, penché au-dessus du vide. Tout son corps est en sphère et en cylindre, quand le décor n'est composé que de lignes droites, convergeant toutes vers le même endroit. Si comme moi vous avez un peu peur du vide, ça doit vous faire quelque chose. Ce jeu avec les perspectives est vraiment très fréquent dans la BD. Il se marie très bien avec le côté cartoon mettant en valeur les jeux sur l'élasticité des corps. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que tous ces jeux de perspectives découlent sur des effets de perspectives infinies, la plupart du temps sur des plans de la ville qui nous font ressentir son côté tentaculaire et étouffant. Comme si la ville s'étendait à l'infini avec ses horizons saturés d'informations dont on ne peut pas voir le bout, qu'on soit au sol ou en hauteur, qu'on regarde vers le bas ou vers le haut. Depuis tout à l'heure, on vous montre des extraits de la BD pour illustrer notre propos. Vous n'avez pas pu manquer l'utilisation particulière de la couleur. Si la majorité de l'œuvre est en noir et blanc, ou plutôt en bleu et blanc, il y a malgré tout quelques touches de couleur qui parsèment l'histoire. Du bleu, du blanc et du rouge. Les plus chauvins d'entre vous seront peut-être touchés par l'utilisation des couleurs du drapeau français tout au long du récit. Désolé de vous décevoir, mais ça n'a rien à voir. Les couleurs du Grand Vide naissent avant tout d'une contrainte technique. La mise en couleur coûte cher, et dans le monde de la BD indépendante, on n'a pas forcément l'argent pour ça. Les couleurs les moins chères sont le bleu et le rouge, tout simplement. Cela dit, les couleurs ont quand même un usage précis. On les retrouve systématiquement dans les scènes d'extérieur, sur les noms des personnes dans les panneaux publicitaires, les tags ou les affiches. Dans ses interviews, Léa dit qu'elle n'a pas essayé de donner un sens particulier à cet usage de la couleur. Elle ne travaille habituellement pas avec de la couleur et s'y essaie ici pour marquer le coup de son premier album. Elle a trouvé un équilibre qui lui plaisait dans cette répartition des couleurs et s'est arrêtée là, sans chercher à lui donner plus de sens que ça dans la narration. Ce qui est intéressant et étonnant dans sa réponse, c'est que
Même si elle n'a pas cherché à le faire consciemment, le fait que les couleurs n'apparaissent qu'à l'extérieur sur les noms propres dans un monde où tout le monde cherche à attirer l'attention sur son nom pour survivre, ça prend un sens plus qu'évident et frappant quand on lit cette BD. Du fait que tout le reste est en noir et bleu dans la plupart des scènes, on se prend un raz-de-marée de couleurs dans la tronche à chaque fois qu'on arrive sur les scènes d'extérieur, avec ces tonnes de noms et de lueurs d'affiches qui viennent saturer et parasiter la page. On peut peut-être aussi toucher un petit mot sur le traitement graphique du texte et des bulles. Tout comme le reste du dessin qui part dans tous les sens, on est aussi pas mal servi à ce niveau-là. Plus que les corps des personnages, c'est parfois les queues de la bulle qui font des acrobaties. Elles sont extensibles, peuvent s'étendre à toute la case, s'adaptent à la perspective, vadrouillent dans tous les sens, zigzag, ondulent et s'entortillent sur elles-mêmes. Et ici, quand la queue de la bulle de l'ami de Manel s'en mêle, c'est grave dur à dire, putain. Bref, il essaye de se frayer un chemin parmi les bulles de la sœur et de la mère de Manel, qui n'écoutent pas ce qu'il dit et parlent d'autre chose. Il y a aussi quelques trucs sympas avec les bulles en général, notamment ce super passage où le médecin de Manel l'engueule fortement et lui défonce la gueule avec ses bulles. C'est tout con, mais c'est tellement efficace. Et il faut aussi commenter cette super séquence de 3 pages, où Ali, l'ami de Manel, essaye d'attirer l'attention de Manel pendant une interview en toquant à sa fenêtre. Ici, les onomatopées sont au centre de la composition. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, les petits tocs viennent perturber Manel dans son interview. Ils apparaissent en petit nombre dans la bordure de case pour annoncer la double page suivante. Arrivé sur la double page, Manel constate l'origine du bruit dans une première demi-page de celle-ci. Ces mêmes petits tocs sont démultipliés et parsèment maintenant le centre des cases en entourant Ali. Manel décide d'ignorer Ali et de reprendre son interview. Pour marquer l'énervement d'Ali qui reprend son tambourinage avec plus d'intensité, les petits tocs deviennent de grands bams qui font 3 fois leur taille. Ils n'occupent d'ailleurs plus seulement l'arrière-plan des cases, mais sortent sur toute la page et viennent se superposer sur les premiers plans des cases, nous cachant donc leur contenu, de façon à ce qu'on ne puisse vraiment plus ignorer le bruit que fait Ali. Allez, c'est le fils du futur. Je me rends compte au montage que j'ai dit Manel Maher tout au long de la vidéo au lieu de Manel Naher. Ou Manel Nae. Je prononce aussi bien le nom du personnage que celui de l'autrice. Vu que je me suis fait insulter dans la vidéo de Noël pour avoir inversé Boulet et Bagieux, je sens que ça va rager dans les coms. Bisous. Pour finir sur le texte, il y a 2 petits détails qui m'ont étonné car je crois pas les avoir vus ailleurs. Mais j'aurais rien à dire de particulier dessus, juste je vais dire qu'ils existent. Premièrement, il y a ce passage où le texte du son de la télé est incrusté bizarrement en arrière-plan. Il est comme une couche intermédiaire entre les bulles et le décor dans la perspective, en n'étant pas totalement incrusté dans le fond. Il s'adapte pas à la perspective et il se superpose sur le tracé des murs. L'autre détail, c'est le fait qu'en plus des effets de gras, de grossissement des lettres, on retrouve des signes de ponctuation peu utilisés en BD, comme des guillemets ou des soulignements de texte. Voilà, juste pour vous dire que ça existe quoi. Allez, maintenant on va analyser une scène en s'attardant un peu plus dessus. Lors de notre présentation thématique, on a évoqué le fait que Manel avait un travail, qui consistait à lire le nom des gens pour leur donner un peu de présence. C'est lors de cette scène, à la page 22, que son travail nous est présenté. Au premier regard, on a l'impression que cette planche est composée de 2 cases, une en haut et une en bas. Mais en réalité, elle contient bien 3 cases, 2 en haut et une en bas. Ce qui donne cette impression, c'est le fait que les 2 premières cases sont agencées en miroir. Les 2 cases se ressemblent étrangement, et on a l'impression que la seconde n'est que la continuation de la première. Mais en réalité, il y a bel et bien une gouttière qui sépare les 2 cases. Quand on y regarde de plus près, il y a des petits traits, des petites hachures qui ne sont pas présentes dans les autres gouttières du récit. Cette gouttière n'est pas simplement un élément permettant de séparer les 2 cases, c'est aussi un élément qui sépare physiquement les travailleurs de gauche et les travailleurs de droite. Si on regarde bien, on voit que cette gouttière se poursuit dans l'image. Elle est à la fois un élément pour séparer les 2 cases et un élément physique qui existe à l'intérieur même de la scène. Elle est donc tout autant vecteur de division, puisqu'elle sépare, que vecteur d'unité, puisqu'elle rassemble. Et justement, les travailleurs sont à la fois dans le même lieu, dans la même pièce, rassemblés par leur travail commun, et isolés les uns des autres, séparés par des écrans sans pouvoir communiquer les uns avec les autres. L'utilisation de cette perspective avec l'angle du panneau central qui fait office de gouttière est l'angle parfait pour donner cette impression de parallélisme infini. Vers l'infini et au-delà. Dans les cas suivants, on va nous montrer la salle sous d'autres points de vue, beaucoup moins marquants visuellement mais permettant de bien comprendre l'agencement de la pièce. Ce côté infini donné par la construction globale de l'image est renforcé par ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. On peut apercevoir des pancartes qui nous précisent que cette scène se déroule à la section 36F. Ça veut dire qu'il y a au moins 36 rangées, et sans doute autant de couloirs que de lettres de l'alphabet. Un peu plus loin dans la scène, on verra que Manel travaille dans la section 277R. L'immensité de l'entreprise n'est donc pas seulement une impression donnée par l'utilisation de la perspective. C'est une réalité confirmée à l'intérieur de l'histoire. Il a une allure monstrueuse et dérangeante.
Manel dénote dans cet environnement, par la couleur déjà puisqu'elle est le seul personnage en noir sur la case, mais aussi par son attitude. Elle s'ennuie, le coude sur la table, et là où le visage de ses collègues est vide, Manel montre par le sien qu'elle aspire à mieux, qu'elle rêve d'un ailleurs. Elle est plus malheureuse que les autres. Vient alors l'une de mes scènes préférées. Puisqu'elle glandouille, son employeur vient la chercher. Le manager entre dans la pièce, brisant le silence et le sérieux du lieu, en envoyant valser son parallélisme et sa perspective par un corps et une porte tout en arrondi. Le manager se permet même de laisser traîner sa main dans la case suivante. C'est lui qui possède le pouvoir. Il est le mouvement même, dans cette entreprise où les autres employés sont des formes similaires et immobiles. Là où la salle de travail nous était présentée comme un agencement infini, il la traverse d'un seul pas, étirant son corps pour arriver de l'autre côté. L'onomatopée semble indiquer qu'il fait plusieurs pas, mais l'image nous donne cette impression d'un seul et unique mouvement ubuesque. De plus, on a une contradiction visuelle marrante, entre les onomatopées qui grandissent petit à petit depuis la gauche et le manager qui s'agrandit dans l'ordre inverse depuis la droite. Manel le perçoit comme un monstre. Comme tous les managers. Sa tête est énorme, ses mains sont des mains d'ogre. Il prend tout l'espace dans la case quand Manel se fait toute petite. Puis, aussi vite qu'il est venu, il retourne là d'où il vient, emportant la jeune fille avec lui. La situation est burlesque. Il ne laisse même pas le temps à Manel de le suivre. Il l'entraîne en tirant sa chaise. Elle n'a le temps de rien. Elle subit passivement. La chaise racle le sol tout le temps de la traverser. Sur la case suivante, il la balance avec sa chaise et Manel rebondit plusieurs fois avant d'arriver à la porte du bureau du directeur. On remarque sur ces deux dernières cases horizontales l'usage dynamique des onomatopées qu'on a évoqué tout à l'heure. Avec dans la première case le bruit du crissement de la chaise qui s'étend sur tout le sol de la case et dans la deuxième case le zwip et les bombes qui accompagnent la ligne de mouvement de la chaise jetée. À partir de là, la perspective reprend le dessus. Le directeur est assis à son bureau. Manel prend place à son tour, mais le bureau est une table infinie. Ils sont assis à la même table, mais à 10 mètres l'un de l'autre. La planche est divisée en damiers. Le rapport de force est évident. Le directeur domine la situation. Manel n'est qu'une silhouette que l'on voit à peine. Elle est si loin qu'on ne peut presque pas voir ses réactions, ses mimiques, les émotions de son visage. Elle n'a d'ailleurs même pas vraiment le droit à la parole. Les bulles du directeur prennent toute la place, jusqu'à venir s'immiscer dans les cases de Manel, l'écrasant d'autant plus sous le discours de son supérieur. Finalement, Manel se fera virer, mettant en danger sa présence, puisqu'elle perd l'un de ses derniers liens avec la société dans laquelle elle vit. Car oui, on vit dans une société. On a déjà parlé de pas mal de choses, il faudrait donc peut-être conclure la vidéo. Mais on ne peut pas vous laisser sans d'abord vous parler un peu de la composition. Car si le dessin de Léa nous en met plein la vue, c'est bien sûr aussi le cas de sa mise en page. L'autrice s'en donne à cœur joie, mais et c'est là une grande qualité, chacune de ces trouvailles a un sens. La mise en page accompagne à chaque instant la narration. Par exemple ici, Manel s'enfuit en courant, terrifiée d'une action qu'elle a commise. Ce qui est étonnant ici, c'est le fait que Léa ait choisi de ne pas représenter le décor pour cette scène de fuite. Le décor aurait permis d'identifier clairement la progression de la course de Manel. Or, on se retrouve ici avec une représentation complètement statique de la fuite. Que ce soit par sa position dans la page, par sa position dans l'espace diégétique, ici réduit à un fond blanc, ou par sa gestuelle, Manel étant presque tout le temps figé dans la même pose. On n'a donc pas vraiment ici affaire à une décomposition précise des mouvements de sa course. Ça signifie que l'important ici, ça ne va pas être la course en elle-même, mais plutôt le cheminement mental de Manel durant cette dernière. Et justement, d'abord un sentiment de progression est donné par le zoom progressif sur Manel. Puis, les bulles de pensée de Manel viennent ponctuer le rythme de lecture et nous donner un sentiment d'écoulement du temps. Dans les bulles de la première page, Manel désespère et s'apitoie sur son sort. Mais plus la focale se rapproche d'elle, plus elle reprend espoir. Plus Manel est grande dans la case, plus elle est motivée. Elle se réattribue l'espace de la case. Elle court toujours collée au bord sans jamais le dépasser. Elle avance tout en faisant du surplace, comme si l'endroit vers lequel elle courait était un horizon inatteignable. Malheureusement, alors que Manel est en pleine prise de vitesse, elle prend conscience qu'elle s'emballe un peu. Il y a alors 3 éléments. Déjà, Manel passe petit à petit du bord droit au bord gauche de la case. Ensuite, ses bulles la rattrapent et finissent par la dépasser. Enfin, la scène se dézoome dans le mouvement inverse du début. Cette composition simple permet donc à l'autrice de faire passer un sentiment complexe. Manel désespère, puis s'emballe et finalement revient à la réalité. Elle n'atteindra jamais son objectif en courant vers lui comme une dératée. Plus elle court, plus elle s'éloigne. En fait, quelle que soit la motivation de Manel, elle fait du surplace. Rien ne sert de courir, elle n'avance pas. Il faut donc qu'elle change de stratégie, qu'elle change d'objectif, ou en tout cas de méthode. Qu'elle arrête d'alterner entre la déprime et la motivation. Il faut qu'elle prenne une décision. Donc voilà. Propos complexes, composition simple. Basique. Et bien sûr, on résiste pas à vous parler rapidement de cette fameuse scène du cadran. En gros, Manel va chez le médecin faire vérifier son taux de présence, comme nous on irait pour faire vérifier notre tension. On a ici affaire à une structure de mise en page particulière qui va influer sur notre chemin de lecture. Ce qui marque d'emblée quand on voit la planche, qu'on la voit sans encore la lire, c'est cet énorme cadran au milieu. C'est lui qui va nous indiquer de quelle manière lire la page. Au lieu de lire stricto sensu de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, on va la lire tout simplement
dans le sens horaire. On y est bien sûr un peu aidé par le compteur lui-même. Le gros cadran indique 1, cette case aussi, et vu qu'elle est à gauche, on va commencer par là. Ensuite, graduellement, on va lire les cases en suivant la chronologie. Durant toutes ces cases, la tension augmente. Manel et sa mère ont les yeux fixés sur l'aiguille qui va leur révéler le taux de présence de Manel. S'il est trop bas, elle risque de mourir bientôt. S'il est élevé, ça va, elle vivra encore un peu. Plus on avance dans notre lecture, plus notre regard joue le rôle de l'aiguille. Puisqu'on lit dans le sens horaire, on a l'impression que la tension monte en même temps que notre regard, et que le compteur augmente à la même vitesse, jusqu'à la bande finale qui reprend un sens de lecture classique. Le résultat tombe, le suspense prend fin, le compteur affiche 3, ce qui est extrêmement bas. C'est d'ailleurs marrant l'espèce de petite contradiction visuelle entre le sens de lecture qui suit graduellement la progression du cadran, avec le dessin qui en fait des caisses sur la tension, comme si la jauge augmentait, et la réalité de la flèche du cadran qui reste statique, autant dans la page que dans l'histoire, puisqu'à la fin celle-ci n'a pas bougé de plus d'1 centimètre, résultat peu prometteur pour Manel. Voilà, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres planches sur lesquelles il serait intéressant de s'attarder, comme celle-ci, et puis elle, et puis encore celle-là, et celle-là. Celui-ci. Oh, et le gros là. Mais l'éditeur du Grand Vide va pas être super content si on balance toute la BD sur une vidéo YouTube. Donc on va malheureusement s'arrêter ici. Et oui, je vois que vous êtes tristes. Mais la vie est dure les amis, et injuste surtout. Allez, trêve de billevesée, on va conclure. Voilà, ce sera tout pour notre petite analyse du Grand Vide de Léa Muravieg. Normalement je l'ai bien prononcé là. Il y a plein d'éléments qu'on a passés sous silence, mais on vous laissera les découvrir par vous-même. C'est une BD qui est pleine d'astuces, pleine d'idées. On voit que Léa a bouffé des tonnes et des tonnes de BD et qu'elle en a fait sa petite tambouille à elle. Je vais être honnête avec vous. La première fois que j'ai aperçu cette BD au festival d'Angoulême de l'an dernier, j'ai pas eu envie de l'acheter. Je l'ai feuilleté vite fait et j'ai trouvé ça très moche. Je l'ai lu que bien plus tard quand Romain me l'a prêté en me disant si mec c'est vraiment bien. Bon, pour lui faire plaisir, je l'ai lu et je l'en remercie. C'est une de mes BD préférées de l'an passé. Si je dis ça, c'est pour vous dire qu'au fond on est tous pareils. Moi aussi il m'arrive de juger des BD un peu vite, de détourner le regard face à une œuvre qui pourrait me toucher. J'ai des préjugés. Parfois je me trompe. Un dessin de BD, quand on l'observe en dehors de son contexte, peut nous sembler étrange, faible, voire disons-le, super moche. Mais quand on le lit, quand on le prend en tant qu'élément de succession, il peut nous charmer. Moi, j'ai été charmé. J'adore ce dessin que je trouvais moche. Je trouve que c'est l'une des BD de l'an passé la mieux dessinée. Oui. Si jamais tu m'écoutes Léa, je voulais te remercier pour avoir fait exister cet album. Et m'excuser d'avoir écorché ton nom durant la moitié de la vidéo. Dans une interview pour BFM, Léa disait « On ne voulait pas faire du Tintin ». Cette phrase résonne en moi. En tant que lecteur, déjà, j'ai aucune envie de relire du Tintin. Dans le sens où oui, comme tout le monde, j'aime bien Tintin, j'aime bien les BD qui ont fait l'histoire du média et je les relis avec plaisir. Mais, en tant qu'amoureux du 9e art, j'ai envie et j'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de lire des BD qui cassent les codes, qui racontent autre chose que les classiques et surtout, qui les racontent autrement. Les auteurs et autrices comme Léa sont la preuve que la BD n'est pas morte, qu'elle a encore quelque chose à proposer. J'adorerais publier une BD, mais j'ai peur, moi, de faire du Tintin. Et du mauvais Tintin. J'ai peur que ma BD soit obsolète avant même sa parution. J'ai peur de ne pas avoir le talent et la force de travail de Léa. J'ai peur de ne pas être assez bon, pas assez original. Mais aussi et surtout, je suis heureux. Heureux que la BD de Léa ait été un succès. En plus d'être une excellente BD, c'est aussi une porte ouverte. Voilà ce qu'on peut faire avec la BD. On peut l'aborder de manière décomplexée. N'ayez pas peur. Essayez. On se revoit dans 2 semaines. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux pour augmenter notre présence, Twitter pour raconter des bêtises et Insta pour partager mes prochaines lectures. Il y a la page Tipeee aussi si vous voulez faire survivre le Fils de Bulle et participer à l'aventure. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner de la présence sur YouTube, un j'aime, un commentaire, un partage, un abonnement, etc. Allez acheter la BD de Léa aussi, soit par mon lien d'affiliation, soit en allant chez votre libraire préféré. Ils mordent pas les libraires. Ce qui compte au fond, c'est que vous lisiez de bonnes BD.